Je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une FAQ. Alors je fais cette foire aux questions pour fêter en quelque sorte avec vous les 1000 abonnés et je tenais à vous remercier de vive voix, vous toutes et tous qui me suivez, qui interagissez avec moi, vraiment ça me fait trop plaisir, ça me réchauffe le cœur, je suis tellement heureuse de m'être lancée dans cette aventure et de rencontrer un écho chez vous tout simplement. Donc merci beaucoup de me suivre. C'est peut-être un peu cliché de faire une FAQ pour les 1000 abonnés, mais c'est vrai que c'est une bonne occasion de continuer à faire un petit peu connaissance et de parler un petit peu de littérature d'une autre manière que simplement moi qui fait mes petites chroniques. Voilà, donc ça me fait super plaisir. J'espère que vous apprécierez cette vidéo autant que j'apprécie la filmer. Je voulais vous remercier aussi pour toutes les questions que vous m'avez envoyées. Il y en avait vraiment beaucoup, donc je suis super contente. Vraiment, ça me fait trop plaisir. J'en ai pas vraiment éliminé, j'ai juste regroupé un petit peu quelques questions qui étaient assez similaires. On m'a aussi beaucoup demandé quels étaient mes livres préférés, par exemple. Donc voilà, je vais vous parler de tout ça. J'ai divisé, entre guillemets, la vidéo. C'est-à-dire que je l'ai pas, enfin, c'est pas très structuré, mais je veux dire que j'ai regroupé un petit peu les questions par thème, on va dire. Je vais commencer par vous parler un peu de mon parcours et un petit peu plus de qui je suis, tout simplement, parce que ça m'a été pas mal demandé, avant de parler de mon rapport à Booktube, de aussi pourquoi je me suis lancée sur Booktube, et puis je traiterai toutes les questions qui parlent des livres, de mes livres préférés, de mes auteurs préférés, tout ça. C'est parti. Je vais commencer par la question la plus adorable qu'on m'a posée et qui concerne le petit être qui est en train de me mordiller les pieds à l'heure où je vous parle. On m'a demandé de présenter mon petit chat. Alors, elle est comme d'habitude en mode morsure là. Mais oui, je t'embête. Il faut savoir que dès que je tourne une vidéo, au début elle est trop à fond, elle est en train de jouer, donc là comme elle est en train de faire actuellement, de me mordre les doigts, elle me maltraite concrètement. Et donc vraiment pendant les 5 premières minutes c'est une petite terreur et ensuite au bout de 5 minutes elle s'allonge et elle dort comme un gros patapouf, soit sur moi, soit à côté de moi. 5 minutes later. Mais du coup, comme vous le voyez, elle est très petite. Elle a 2-3 mois maintenant quand même. Mais la première fois que vous avez dû la voir, elle avait à peine 1 mois. Enfin, on venait de la récupérer. Voilà, donc on a ce petit machin qui mange n'importe quoi. C'est pas bien. En fait, on l'a trouvée et on l'a adoptée et elle avait que 3-4 semaines, je pense, quand on l'a trouvée. Elle n'était pas encore sevrée. Elle s'appelle Claudine, donc je vous laisserai deviner la référence littéraire qui se cache derrière ce nom. Voilà, donc c'est notre petite Claudine. On m'a beaucoup demandé ce que je faisais dans la vie et quel était mon parcours, que ce soit mon parcours scolaire et ensuite post-bac. Alors, je suis éditrice. Je suis éditrice dans le domaine du parascolaire, plus précisément, donc c'est-à-dire des contenus pédagogiques qui accompagnent les élèves. En ce qui concerne mon parcours scolaire, donc j'ai fait un bac L. J'ai passé mon bac en 2018, donc il y avait encore les filières. Donc j'ai passé un bac L, spécialité anglais, enfin voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite, je suis entrée en prépa littéraire. Voilà, j'ai fait 2 ans de Diplocagne et de Cagne AL. J'étais en Cagne AL LSH. Donc je préparais le concours de l'ENS de Lyon. Après, moi, j'étais pas du tout allée en prépa pour l'ENS, pour les concours. Ce qui m'intéressait, c'était de continuer à avoir autant de matières qu'au lycée, autant de matières littéraires et dans les sciences humaines qu'au lycée, et de pouvoir vraiment les approfondir, et c'est ce que la prépa a fait pour moi. Après ma prépa, j'ai fait 1 an à l'étranger, à Prague, où j'ai suivi des cours de philosophie et de littérature, qui étaient les 2 matières qui ont continué à... Enfin, toutes les matières m'intéressaient, mais bon, au fur et à mesure de mon parcours scolaire, il a fallu en éliminer, on va dire. Donc j'ai gardé, enfin je me suis acharnée à garder la littérature et la philosophie. J'ai validé une licence de philosophie. En fait, si vous faites une prépa, 2 ans de prépa ou 3 ans de prépa, ça a créé des équivalences. Donc j'avais l'équivalent de 2 années de licence. Ensuite, j'ai fait une 3e année à Prague, qui était très enrichissante. J'ai une licence de philosophie et ensuite j'ai fait un double master de lettres et philosophie à la Sorbonne. Donc si ça vous intéresse, parce que c'est un master qui est vraiment très chouette, c'est un master de recherche, à la fois, enfin c'est un double master, donc on a un master de littérature et un master de recherche en 2 ans. Donc c'est assez intense, et donc à la Sorbonne, c'est un partenariat entre la Sorbonne Nouvelle et l'université Panthéon-Sorbonne, donc Paris 3 et Paris 1, si jamais ça intéresse quelqu'un. D'ailleurs, je suis tout à fait disponible pour répondre à des questions sur les diverses étapes de mon parcours. Si vous posez des questions vous-même, franchement, ce serait avec plaisir, parce que je sais que c'est difficile de s'orienter, et qu'on sait pas toujours ce que les formations valent aussi. Mais voilà, je vous recommande vraiment ce double diplôme qui était très chouette. Et là, cette année, j'ai fait une dernière année
un 3e master, un M2 de spécialisation dans l'édition. Donc voilà, pour m'orienter vers l'édition, maintenant je travaille dans l'édition, je suis éditrice. Et j'en profite pour répondre à une autre question qui me demandait, en fait, qui m'avait poussée à m'orienter dans des études de lettres et d'édition. Alors ça a été assez naturel. La littérature, la philosophie sont vraiment des matières qui me passionnent, qui sont peut-être les choses qui me passionnent le plus. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai ouvert cette chaîne. J'ai pris le parti de faire des études dans un domaine qui me plaisait, où il y a peut-être... où il y avait, en tout cas, a priori, peut-être moins de débouchés, moins d'opportunités, des moins gros salaires, voilà, on va pas se mentir. Mais voilà, je considère qu'il est important pour moi. En tout cas, je sais qu'il y a plusieurs conceptions du travail et de comment on organise son travail, ses loisirs, ça, mais pour moi, il était important de faire un métier dans un domaine qui me plaisait. Comme les lettres, c'était ma passion, je me suis orientée vers les lettres tout simplement. Pourquoi est-ce qu'ensuite j'ai choisi l'édition? Donc j'ai fait un master de recherche pour faire quelque chose de généraliste à la fois en littérature et à la fois en philosophie, mais j'avais déjà cette idée de travailler dans l'édition. Mais j'avais d'abord donc envie d'en apprendre plus sur ces disciplines que je prétendais éditer plus tard. Moi, c'était essentiel. Ça a été 2 années, donc ce master de recherche, donc on produit des travaux de recherche, des mémoires, des mini-mémoires, ça a été des années très 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 enrichissantes. Comme j'ai déjà brièvement mentionné, j'avais fait donc un mémoire de lettres sur la figure de l'artiste au XIXe siècle, plus précisément sur la folie et la liberté dans la représentation de l'artiste au XIXe siècle. Et j'ai fait un mémoire de philo sur l'amour. Ça a été génial. On est très libre dans le choix de nos sujets, mais moi, en choisissant ces sujets qui ne sont pas non plus les plus académiques, surtout celui sur l'amour, je savais que je ne voulais pas poursuivre dans la recherche parce que bon, c'est très bien, c'est très noble. Moi, je n'ai a priori pas envie d'être professeur. Et la recherche ne m'intéressait pas dans la mesure où je ne voulais pas parler qu'à des spécialistes. Ce qui m'intéresse, c'est de m'adresser à tout le monde. C'est déjà dans ce sens qu'est allé mon mémoire de philo. Et l'édition, pour moi, c'est une manière de transmettre des connaissances, des savoirs, des textes. Ça peut être des textes littéraires, ça peut être un livre d'histoire, vous voyez ce que je veux dire. Dans le parascolaire, cette dimension-là est vraiment explicite, exacerbée. Ça a vraiment vocation à transmettre. Donc là, en plus, moi je m'adresse à des lycéens, des savoirs, ce qui est vraiment très important pour moi. Et ce qui me passionne, c'est la vulgarisation, c'est transmettre des connaissances dans des domaines qui me passionnent, qui sont la littérature, la philosophie. J'aime aussi beaucoup l'histoire. Les sciences économiques, sociales, politiques sont aussi très importantes. J'aime beaucoup les langues, voilà. Donc ensuite, il faut faire des choix de parcours, évidemment. Mais l'édition permet aussi de réouvrir les portes à un moment donné, donc c'est très chouette. Là, je réponds pas non plus trop en détail parce qu'il y a beaucoup de questions, mais si vous voulez en parler, pareil, je répondrai avec plaisir à vos questions. On m'a demandé dans quelle ville j'étais établie et quelle place avait le culturel dans ma vie. Donc moi, j'habite à Paris depuis maintenant 3 ans, depuis mon master à la Sorbonne en fait. Et donc Paris, évidemment, c'est un grand centre culturel, il y a énormément de choses. Ce qui relève de la culture, donc on va dire les musées, le théâtre, le cinéma et les autres manifestations culturelles qu'on peut trouver dans la ville, m'intéresse énormément, ça a une très grande place dans ma vie. Ces derniers temps, j'ai moins eu l'occasion d'aller au musée, d'aller au théâtre, d'aller au cinéma, malheureusement. Déjà parce que c'était une année très chargée, donc quelles années ne le sont pas. Mais voilà, c'était une année très chargée. Et aussi, il faut avouer que YouTube, maintenant, me prend pas mal de temps parce que j'essaye de poster quand même assez régulièrement. J'essaye de poster une vidéo tous les 10 jours. Donc c'est quand même un gros travail de préparer les vidéos, les tourner, les monter. Surtout que j'ai a priori pas d'énormes capacités de montage. Je me suis lancée là-dedans sans savoir vraiment monter une vidéo, mais moi ça me fait très plaisir d'apprendre des compétences comme ça sur le tas, on va dire. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Donc des fois où avant je pouvais me dire là je vais aller au musée, là je vais aller au théâtre, peut-être que là je vais privilégier un montage ou un tournage. Donc ces derniers temps j'y suis moins allée, mais le culturel, je dirais, a une assez grande place dans ma vie. C'est pour répondre à une autre question qui était tes autres passions. Quand on me pose la question de mes autres passions, je suis toujours un petit peu mal à l'aise parce que j'ai l'impression de pas en avoir, mais c'est juste que mes passions, c'est ça. C'est la littérature, la philosophie, c'est lire des livres, c'est aller dans des musées, voir des pièces de théâtre. J'aime beaucoup le cinéma aussi. Il est vrai qu'une des choses aussi qui me rend très heureuse, c'est de voyager. J'aime beaucoup voyager, rencontrer des gens. Voilà, ensuite, je suis vraiment quelqu'un de lambda, quoi. J'adore voir mes amis, discuter avec mes amis, j'adore me promener. Aussi me promener, que ce soit en ville ou dans la campagne, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de joie et de bonheur. Voilà, je pense qu'après, il y a plein de choses qui me plaisent dans la vie, mais je vais pas entrer dans tous les détails. Si vous voulez savoir, mes musées préférés à Paris ce n'est pas du tout original, mais le musée d'Orsay et le Petit Palais. Mon siècle préféré en littérature comme en peinture,
c'est le 19e siècle. Mon courant préféré, c'est l'impressionnisme. Ce n'est pas très original, mais c'est comme ça. J'adore l'impressionnisme, donc le musée d'Orsay est une galerie des merveilles pour moi. Et pour le Petit Palais, alors le Petit Palais, c'est plus tournant du siècle. C'est plus fin 19e, début 20e, mais ils ont toujours des magnifiques expositions temporaires. Si vous n'avez jamais vu d'exposition au Petit Palais, je vous le recommande vraiment, parce que c'est vraiment très beau. Les expositions sont bien faites et j'apprends toujours énormément de choses. Et pour rester un petit peu sur les passions et le culturel, on m'a demandé si j'aimais le cinéma. Donc oui, j'aime beaucoup le cinéma. Après, je ne me considère pas non plus comme une énorme cinéphile. C'est-à-dire que je n'ai pas une culture cinématographique si étendue que ça. Mais depuis que je suis à Paris, j'y travaille, notamment à retenir le nom des acteurs et des actrices. Parce qu'avant, c'était vraiment catastrophique. Et suite à cette question sur le cinéma, on m'a demandé quelle était la meilleure adaptation cinématographique à mon avis. Moi, j'ai adoré, comme tout le monde, Illusion perdue, qui était paru en 2022, il me semble. Donc l'adaptation du roman de Balzac du même nom, Illusion perdue. J'avais trouvé ça vraiment génial. Après, j'avoue que je ne regarde pas beaucoup d'adaptations cinématographiques. Ah, récemment, j'ai vu le film La Tresse, mais j'ai pas lu le livre. Donc je sais pas si c'est une très bonne adaptation, mais en tout cas j'avais beaucoup aimé ce film. Je sais qu'en ce moment il y a le Comte de Monte Cristo, mais vous voyez, j'ai envie de lire le livre avant. Enfin, souvent c'est ça, c'est que je sais que voir le film, surtout pour un roman d'aventure comme le Comte de Monte Cristo, j'ai envie de lire le livre parce que sinon j'ai peur de jamais lire le livre. Et ensuite quand j'ai beaucoup aimé un livre, j'ai vraiment du mal à voir le film. Parce que vous voyez, je regarderai jamais L'insoutenable légèreté de l'être, je regarderai jamais Martin Eden, je pense. Et en fait, ça me ferait trop de mal de de figer une image des personnages, des lieux, qui bloquerait en fait l'imagination que je m'en étais fait à la lecture. Voilà, c'est très personnel, donc c'est vrai que des fois, je veux pas voir les films avant, des fois, je veux pas voir les films après, donc ça laisse pas beaucoup de place. Mais je sais qu'il y a beaucoup de très bonnes adaptations cinématographiques, et donc si je dois en choisir une, ce serait Illusion perdue. Ensuite, j'ai eu quelques questions relatives à Booktube, donc je suis super contente de pouvoir en parler. On m'a d'abord demandé d'où venait le nom de ma chaîne. Donc Miroir d'encre, en fait, ça désigne pour moi la littérature. C'est voir la littérature comme un miroir, donc l'encre, c'est parce que c'est l'encre qui est utilisée pour écrire. Donc c'est un miroir d'encre qui reflète le monde, les humains, les passions, la manière dont on vit, la manière dont certaines personnes vivent et pas d'autres évidemment, hein. Il y a toutes ces nuances-là, mais pour moi c'est vraiment ça. La littérature, c'est un miroir d'encre et ça peut être aussi un miroir déformant, hein. Je dis pas que ça reflète exactement la réalité, mais c'est ce rapport-là entre les lecteurs et la littérature qui m'importait de montrer en quelque sorte dans le nom de cette chaîne. Et il m'est venu grâce à une amie parce que une fois donc je travaillais avec cette amie dans un café et je reprenais un cours de littérature et je lui dis franchement c'est trop beau ce que je suis en train de lire, et donc il y avait cette phrase avec le miroir d'encre et elle me dit bah oui mais tu l'as ton nom. Donc merci à elle vraiment. À l'époque j'osais pas me lancer sur Booktube, mais j'avais voulu faire un compte Instagram avec des citations, tout ça. Bon, finalement, je me suis juste lancée sur Booktube. Mais on cherchait un petit peu un nom par rapport à ce projet de compte Instagram. Et finalement, c'est devenu évidemment le nom de ma chaîne YouTube. J'espère que l'explication est assez claire. Et on m'a demandé ce qui m'avait poussé à me lancer sur YouTube. Je vais répondre par la même occasion à une question qui me demandait s'il y avait un compte Booktube qui m'avait poussé à me lancer sur YouTube à mon tour. Donc pour la petite histoire, j'ai découvert un petit peu cet univers de Booktube quand j'étais à Prague, donc c'était en 2020-2021. En fait, ça fait même pas si longtemps, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus vieux que ça, vous voyez. En fait, j'étais tombée sur les vidéos de Galatée, qui s'appelle maintenant Eve Antonoff, je crois, sur YouTube. Et ensuite, elle a été assez absente de YouTube pendant assez longtemps, mais là, elle est revenue, donc je vous invite à regarder ses vidéos qui sont vraiment super chouettes. Maintenant, elle fait une thèse, elle a passé l'agrégation, elle est agrégée de lettres, et maintenant, elle fait une thèse sur les autrices décadentes. Voilà, si ça vous intéresse. Sans doute que vous la connaissez déjà, hein. J'étais tombée sur cet univers de Booktube parce que je cherchais des exemples pour écrire des projets de mémoire pour les soumettre pour les candidatures en master. Et Galatée faisait des vlogs mémoire. Moi, ça m'a aidé à avoir un petit peu plus clair dans ce qu'était un master de recherche, ce qu'était un mémoire, qu'est-ce qui était demandé. Et donc, de fil en aiguille, j'ai regardé ses vidéos. Puis on m'a proposé Nabolita, qui est une booktubeuse que j'adore. Galatée et Nabolita, c'est vraiment les premières personnes que j'ai regardées, mais j'ai regardé vraiment toutes leurs vidéos, quoi. J'ai découvert un univers, et depuis ce moment-là, je regarde énormément de vidéos. En fait, je consomme énormément de booktube,
Et je regarde pas nécessairement les vidéos, mais je les écoute au moins. Quand je me prépare, quand je fais le ménage, quand je marche dans la rue. Des fois, j'écoute ça comme un podcast, quoi. Ça dépend quel type de vidéo, évidemment. Mais pour moi, entendre parler de livres, c'est vital. J'ai besoin de toujours... Enfin, évidemment, il y a des moments où je fais autre chose qu'écouter des gens parler de livres, mais vraiment, c'est quelque chose qui rythme mon quotidien. Là, j'en prends conscience, en fait, en le disant. Mais je suis toujours en train de parler de littérature, de lire des livres ou d'écouter des gens parler de littérature ou de philosophie. Et depuis bien 2-3 ans, il est vrai que, à la fois j'ai cette fascination parce que je consomme énormément de contenu sur Booktube, et puis j'ai cette envie, en fait, de partager parce que j'adore parler de livres, j'adore parler de littérature, j'adore parler de philosophie. On me dit beaucoup que dans mes vidéos, je suis hyper enthousiaste, mais c'est vrai que c'est vraiment une passion, quoi. Ça m'enthousiasme énormément. Et parler de littérature, ça m'anime. Donc voilà, pour moi, c'était juste logique qu'à un moment ou à un autre, j'allais le faire. Il fallait juste me lancer. Et ces dernières années, j'ai eu beaucoup de travail parce que je fais vraiment les choses à fond. C'est-à-dire que quand je me lance dans quelque chose, j'y passe beaucoup de mon temps, beaucoup de mon énergie. Donc pendant le master de recherche, c'était compliqué. Et en fait, cette année, j'avais pas du tout plus de temps. À la rigueur, même j'en avais moins, je pense. Mais je me suis lancée. Et c'est pas tant grâce à un ou plusieurs comptes Booktube où je me suis vraiment dit en visionnant les vidéos, allez, maintenant fais-le. C'est plus grâce à mon entourage, tout simplement, qui m'a beaucoup soutenue, qui m'a dit, mais c'est une évidence, il faut que tu le fasses. Et qui m'a mis un peu face au fait accompli. Là, 1er janvier, on m'a dit, bon, cette année, c'est bon, tu le fais. Et voilà, j'avais plus d'excuses. Je l'ai fait. Je pense que c'est aussi parce que quittant le monde de la recherche et ne parlant pas autant de littérature au quotidien, peut-être que j'en ai ressenti vraiment le besoin, enfin d'autant plus, de recréer un espace pour moi et avec de nouvelles personnes, recréer un espace différent où je pouvais parler de littérature et de philosophie, et j'en suis vraiment très heureuse. Ensuite, c'est un tout. En écoutant les vidéos, je me suis dit, c'est chouette et je peux le faire. Et voilà. Une autre question que j'ai beaucoup aimée, ça porte sur mes comptes Booktube préférés. Je viens de vous citer Galatée et Nabolita, donc qui sont les premières que j'ai découvertes et que j'ai continué à regarder. J'aime aussi beaucoup Les Courbes Graciles, qui a un podcast et qui met tous les podcasts sur YouTube. Cette année, j'ai aussi découvert la chaîne de Bleu comme une orange, que je vous invite à découvrir, qui fait des choses super chouettes, qui propose des contenus originaux. Moi, elle me fait beaucoup rire et c'est toujours très intéressant et pertinent, je trouve. De plus longue date, je connaissais Artiste Lunaire, qui publie pas de façon très régulière, mais quand elle publie des vidéos, c'est très très intéressant. Je sais plus si elle est agrégée de lettres modernes, mais il me semble qu'elle a passé l'agrégation en tout cas. Donc voilà, elle a fait des études de lettres modernes, elle présente surtout des classiques. Et enfin, une autre chaîne que j'ai découverte cette année et qui est peut-être celle qui correspond le plus en fait à mes goûts de lecture, à mes envies de lecture, en sachant que j'adore écouter des gens parler des livres que je ne lis pas moi-même. Ça m'enrichit toujours beaucoup. Pour moi, il n'y a pas besoin de parler exactement des livres que je pense ou compte lire pour m'intéresser à la chaîne, enfin plutôt pas d'ailleurs, mais la chaîne de la cicatrice littéraire est vraiment une de mes chaînes préférées. Elle parle de livres d'une manière qui me plaît beaucoup et c'est toujours très intéressant et c'est toujours des livres super et en plus elle est vraiment adorable. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle fait si vous ne la connaissez pas. Donc ça c'est vraiment les chaînes où quand il y a une nouvelle vidéo, je suis à fond, je la regarde direct, je suis trop contente. Après il y a d'autres chaînes que je regarde un petit peu plus ponctuellement, on va dire. Et n'hésitez pas à me dire, vous aussi, quels sont vos comptes Booktube préférés, quels sont les créateurs et créatrices de contenu qui vous inspirent, qui proposent des contenus qui vous touchent, qui vous parlent. Ça me ferait hyper plaisir. Enfin, vraiment, je suis toujours avide de découvrir plus de personnes sur Booktube. Et pour moi, c'est important. Et c'est vraiment chouette si on peut créer une communauté, faire circuler les vidéos et le travail en fait des personnes parce que c'est vraiment beaucoup de travail, je le répète. J'ai aussi découvert la chaîne de Nemetira cette année qui propose des contenus encore une fois originaux, personnels et qui sont très intéressants, très riches. Donc je vous invite à aller la découvrir. Évidemment, je vais vous mettre toutes les chaînes en barre d'infos. On va entrer maintenant dans le cœur du sujet, aborder un petit peu les livres et moi, ma relation aux livres, quels sont mes livres préférés, les livres que j'ai détestés, mes plus grandes déceptions. Vous allez tout savoir. Bon, une question qui est beaucoup revenue, c'est quel est mon livre préféré ou quels sont mes livres préférés. Le livre que je considère comme étant mon livre préféré, c'est Martin Eden de Jack London. J'ai juste là, que j'ai lu quand j'étais au lycée, quand j'étais en seconde. Je me souviens très bien de ma lecture. Je me souviens qu'on devait lire ce livre, on avait un contrôle de lecture à un moment donné, et je sais pas pourquoi j'avais procrastiné la lecture de ce livre, qui, je le sentais, allait être mon livre préféré en fait. Allait énormément me plaire. Je sais pas pourquoi je le sentais. Et c'est-à-dire que, bon, j'aurais pu juste regarder un résumé sur internet, mais je me suis forcée, alors que j'étais super en retard, à finir ce livre avant le contrôle, et je me revois en train de lire,
Mais je pense que j'ai lu peut-être, je saurais même pas dire, mais plus de 200 pages dans la soirée, quoi. J'ai lu en mangeant, j'ai quasiment pas dormi, enfin c'était fou, et ça a été une lecture mais absolument incroyable pour moi que la lecture de Martin Eden. Jack London, ensuite, s'est avéré être un de mes auteurs préférés. Martin Eden, c'est l'histoire de Martin Eden, un homme qui vient de la classe ouvrière et qui va tomber amoureux d'une jeune femme de la bourgeoisie ou de la haute société, en tout cas d'une autre classe que la sienne. Il va tomber amoureux d'elle et en fait, c'est pas tant l'histoire d'amour, à mon sens, qui importe que le fait que ça va lui ouvrir des portes, des horizons. Il va se mettre à énormément lire. Il y a beaucoup de références littéraires, philosophiques. C'est là-dedans que j'ai entendu parler de Nietzsche pour la première fois, qui me paraissait être un nom complètement rocambolesque. Je n'arrivais pas du tout à écrire le nom de Nietzsche. Et c'est marrant comme ces choses-là que je disais pour la première fois sont devenues tellement familières ensuite. Voilà, Martin Eden, pour moi, ça marque le début de beaucoup de choses. Et donc, il va pas seulement lire, il va aussi vouloir se mettre à écrire, il va beaucoup écrire, et c'est l'histoire des difficultés qu'il rencontre, de l'ascension qu'il connaît, et puis bon, je vous dis pas la fin, même si vous la connaissez sans doute, ou peut-être pas. Voilà, c'est aussi la pire expérience, parce que je me suis fait spoiler la fin en lisant la préface, donc depuis Martin Eden, depuis mes 16 ans, je sais qu'il ne faut jamais lire une préface avant de lire le livre. Enfin, si vous n'aimez pas être spoilé, bien sûr, parce qu'il y a des gens que ça dérange pas. Mais je ne lis jamais une préface avant de lire un livre depuis ce moment. Donc voilà, c'est vraiment le début de beaucoup de choses. Non mais Martin Eden, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. J'ai pas les mots pour en parler là tout de suite. Hein. Martin Eden, donc je considère que c'est mon livre préféré. Après, pourquoi est-ce que aussi j'ai pas dans ma première vidéo présenté mes livres préférés, mais des livres qui m'ont marqué et qui disent un petit peu quelque chose de moi ces dernières années? C'est parce que je sais pas si un jour je dirais qu'un autre livre est mon livre préféré que Martin Eden. Et peut-être que pourtant il y aura des livres que j'aimerais plus. Pour moi, le livre préféré, c'est aussi une construction qu'on se fait, c'est une image qu'on donne, c'est se dire, se répéter à soi-même que bah ça c'est mon livre préféré. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus juste. Donc voilà, c'est aussi pourquoi j'ai pas trop présenté mes livres préférés, parce que je sais que je les ai figés comme tels et que c'est pas pour autant les livres peut-être qui me plaisent le plus, mais qui m'ont le plus marqué, en tout cas, ça c'est sûr. Et alors pour mes livres préférés, sachez que j'avais fait une petite liste. Je sais pas en quelle année c'était, mais regardez. Les voici. Donc j'avais mis évidemment Martin Eden. Il y a aussi L'insoutenable légèreté de l'être, que j'ai là, qui n'est pas du tout mon édition. Mais voilà, L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera, c'est aussi un de mes livres préférés. Il y a évidemment Les Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, qui est le premier tome de son autobiographie qui m'avait absolument charmée. Je l'avais lu quand j'étais en prépa, donc un peu plus tard. Il y a Aurélien d'Aragon, qui est un livre merveilleux. Et il y a aussi Le Rêve de Zola, que j'ai lu pendant le confinement. C'est peut-être celui que j'ai lu le plus tardivement des 5. J'ajouterais maintenant qu'il y a Les Misérables de Victor Hugo. Je pense qu'il mérite d'être relu pour que justement je m'en fasse une image qui ne soit plus la cristallisation, vous voyez, que je m'en suis faite. J'aimerais relire Martin Eden, le lire en langue originale cette fois, parce que maintenant j'ai conscience que la traduction joue un grand rôle dans les livres, chose que je n'avais peut-être pas compris quand j'étais en seconde. Je pense que j'essaierai de relire L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera aussi, mais j'ai un petit peu peur que ça me plaise moins. Parce que Kundera, j'ai peur que ça me plaise moins maintenant de manière générale. J'ai adoré Kundera, hein, j'ai lu beaucoup de ses livres, mais en fait sa vision des femmes me dérange un petit peu par moments. Et si je passais outre avant, je ne sais pas si ce serait le cas maintenant. Mais c'est vrai que pour moi, L'insoutenable légèreté de l'être reste un livre absolument merveilleux qui m'avait bouleversée, qui mêlait pour moi la littérature et la philosophie d'une manière dont je ne l'avais pas vu faire et qui était vraiment très juste, très riche et très enrichissant en fait pour moi et pour beaucoup d'autres personnes parce que c'est un livre très populaire et je comprends pourquoi. On m'a demandé quel était le livre le plus ancien que j'ai lu. Alors je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Je sais que mes parents me lisaient beaucoup d'histoires quand j'étais petite et que j'ai beaucoup lu par moi-même aussi quand j'étais petite. Mais je vais répondre à cette question et répondre à une autre question en même temps qui était quelle a été ta première lecture marquante? Parce que finalement répondre à quelle est ma première lecture, c'est quelle est ma première lecture marquante parce que les autres par définition je ne m'en souviens pas. Je sais qu'il y a 2 lectures qui ont joué ce rôle dans ma vie. Il s'agit de Tom Sawyer de Mark Twain et de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Je ne sais plus exactement en fait quelle est la première de ces lectures. J'ai lu Jane Eyre de Charlotte Brontë dans la collection Bibliothèque verte qui appartenait à ma mère en fait. Et je l'ai lu quand j'étais petite, ça m'avait bouleversée, j'en avais gardé une image incroyable, mais je ne sais pas comment j'ai pu lire ça quand j'étais jeune.
quand j'étais jeune, je devais avoir, c'était entre mes 10 et mes 13 ans, quoi. Je sais pas comment j'ai lu ça. Il me semblait que c'était une version abrégée, mais j'ai re-regardé le livre et même pas. Et Jane Eyre, qui est une lecture qui a été vraiment marquante pour moi, je l'ai relue pendant l'été 2020, je crois, quelque chose comme ça, dans une très belle édition d'ailleurs, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Enfin, sans surprise, mais pourtant je suis toujours un petit peu fébrile, comme vous avez peut-être remarqué, de relire des livres qui me tiennent à cœur. Et Tom Sawyer, donc je sais pas si des gens ne connaissent pas Tom Sawyer. En fait, c'est peut-être un petit peu vieux maintenant. Enfin, c'était déjà vieux à l'époque, mais voilà. Mais alors, Tom Sawyer, je me souviens très bien avoir été fascinée. Mon frère regardait les dessins animés, lui. Il était absolument fan des dessins animés. Mais moi, je sais pas, c'était les livres. Pareil, je devais les lire dans cette collection, cette vieille collection bibliothèque verte ou rose, d'avoir les Tom Sawyer comme ça. J'étais tellement prise dans l'histoire. Je me souviens que j'allais au collège. Je pense que j'étais en 6e, quelque chose comme ça, et que je pensais que à rentrer pour lire. Donc voilà, ça c'est mes premières lectures marquantes. On m'a demandé s'il y avait un passage d'un livre qui m'avait marqué et auquel je pensais souvent. Oui, mais il y en a tellement. En fait, comme je lis beaucoup, je vis littérature en quelque sorte. Bon, j'ai aussi une vie juste normale, hein. Je tiens à rassurer, je suis pas juste dans mes livres. Mais c'est vrai que j'ai souvent des réminiscences d'œuvres littéraires qui m'ont marqué, et voir quelque chose dans la rue, par exemple, ça peut me rappeler telle phrase ou tel passage. La nature imite l'art, comme disait l'autre. Mais juste comme ça aussi, des fois, il y a juste des passages qui ressurgissent. J'aurais vraiment du mal, je suis désolée, à en citer un. Rien que dans tout ce que j'ai lu cette année, il y a beaucoup de passages qui me reviennent assez facilement, après qui ressurgissent au quotidien. Franchement, ces 2 derniers jours, en réfléchissant à cette question, j'ai essayé, mais du coup, c'était pas naturel. Enfin, j'ai essayé de penser à quel passage revenait souvent à mon esprit, et je suis désolée, mais je sais pas. Mais si on parle de Martin Eden, par exemple, je me souviens très bien des scènes où il va à la bibliothèque, des scènes où il écrit dans sa chambre, et de la scène à la blanchisserie aussi, quand il travaille là-bas. Et évidemment de la scène finale. Et honnêtement, c'est la scène finale, par exemple, je peux y penser assez souvent. Je sais pas, la littérature est tellement ma vie que là, je vais avoir du mal à donner un passage. Mais oui, évidemment, que au quotidien, j'ai des passages littéraires qui me reviennent, ou ça peut être des vers de poésie, ça peut être une scène de théâtre, enfin voilà. Ma plus grosse déception littéraire. Alors, je savais pas trop quoi répondre au début, puis en fait, l'éclair est venu d'un coup. Et il y en a une. C'est Le Journal du voleur de Jean Genet. Ce texte, je voulais tellement l'aimer. On en avait étudié un extrait quand j'étais en prépa littéraire, donc en Cagne. En fait, l'épreuve de spécialité lettres modernes dans laquelle j'étais, c'est un commentaire de texte. Donc tout au long de l'année, on s'entraînait au commentaire de texte. Donc on avait fait un commentaire de texte d'un extrait du Journal du voleur de Genet. Il faut savoir que beaucoup de ma culture littéraire vient de cette année de spécialité lettres modernes en prépa. Ça a vraiment orienté certaines choses, et ça m'a fait découvrir beaucoup de choses. J'avais jamais lu Genet, par exemple, avant ça. Le passage était magnifique. Du coup, l'année suivante, j'ai voulu lire absolument Le Journal du voleur. Et j'ai été extrêmement déçue, mais extrêmement déçue. C'était lent, c'était laborieux, je prenais pas du tout de plaisir à lire ce texte. Et j'ai eu l'impression en fait que le passage que mon prof avait sélectionné avec brio, hein, on doit le reconnaître ça, c'est juste le plus beau passage du texte, quoi. Et en fait, Genet et moi, on ne se rencontrent pas, et je suis très déçue parce qu'en fait, je vois la beauté, enfin, je vois ce qu'il y a de beau, je vois ce qu'il y a de fort dans l'œuvre de Genet. J'ai lu aussi Les Bonnes, sa pièce de théâtre Les Bonnes. Et je sais que beaucoup de gens aiment Genet, et je peux comprendre pourquoi. Rationnellement, je comprends pourquoi, mais je n'arrive pas à avoir enfin, je ne le rencontre pas, quoi. Et ça, c'est très décevant pour moi. Donc, je vais réessayer de lire Genet, j'en suis sûre, mais Le Journal de voleur, je pense que c'est ma plus grande déception littéraire. Et on m'a demandé le pire livre que je ne me sois jamais forcée à finir. Et alors là, en fait, sachez que j'écris tous les livres que je lis sur des copies doubles, enfin, juste pour faire une liste des livres que je lis. Et en fait, bon, déjà ça a bavé, le chat a marché dessus avec ses pattes mouillées, enfin bon, ça ne ressemble à rien. Et j'ai une amie qui m'a offert ce magnifique carnet, et donc je me suis dit que j'allais consigner mes lectures dedans. Voilà, donc j'écris mes lectures en ce moment, donc je réécris mes lectures des copies doubles vers ce carnet. Sauf qu'en fait, c'est très long, parce que il y a... Enfin, je sais pas, je les compte depuis... Enfin, je fais ça depuis 2018, donc ça fait 6 ans. Et en 6 ans, quand on lit 70-80 livres par an, bon, il y a du travail. Mais ça m'a fait me replonger dans certains textes que j'avais
complètement oublié. C'est là qu'on comprend Nietzsche quand il dit que l'oubli est favorable à l'homme. La mémoire sélective, ça existe et ça a son importance. Mais donc il y avait des textes que j'avais oubliés. Et donc en fait, c'est vrai que c'est bien cet exercice parce que ça m'a permis de me replonger dans mes lectures et c'est parfait pour cette vidéo. Mais alors il y a un livre. Quand je suis arrivée à ce livre, je me suis dit « Ah oui, j'avais oublié, mais c'est facilement le pire livre que j'ai lu de ma vie. » Et donc je vais vous dire tout de suite ce que c'est, parce que j'ai encore une fois oublié son nom. Il s'agit des Souffrances du prince Sternenhor de Ladislav Klima. J'avais lu ça dans le cadre de mon cours sur Bohumil Arabal, sur lequel j'ai fait une vidéo qui n'est pas du tout horrible pour le coup, qui est vraiment un auteur génial. Donc j'avais lu ce livre dans le cadre de mon cours sur Arabal parce que, avant d'en venir à l'œuvre de cet artiste tchèque du XXe siècle, on avait un petit peu étudié la littérature tchèque et les possibles influences sur Arabal. Et ce texte était donc là-dedans, mais enfin, rien que d'y penser, j'ai des frissons. C'était horrible, c'est vraiment cauchemardesque. C'est juste torturé et torturant comme texte. Je crois que donc c'est les souffrances d'un prince, mais qui est absolument cruel. Il y a beaucoup de scènes de torture. Je crois qu'il y a beaucoup de violence sexuelle, de la scatophilie, enfin, quelque chose qui me plaît pas du tout. Et c'est vraiment cauchemardesque. Mais je sais même pas comment j'ai réussi à finir ce livre, mais je me suis juste dit où est-ce que je suis tombée, quoi. Si vous voulez, c'est pas du tout les souffrances du jeune Werther. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'aime pas ce livre non plus, d'ailleurs. On m'a demandé si je connaissais la littérature de Dostoïevski, si je l'aimais, et si j'aimais, de manière générale, la littérature soviétique. Alors, je connais la littérature de Dostoïevski. Je vais lâcher un de mes plus gros unpopular opinions, je pense. Mais j'ai lu 200 pages de Crimes et Châtiments, et je me suis ennuyée à mourir. Mais c'est-à-dire que, vraiment, je n'ai pas compris. Mais, il faut dire, je l'ai lu dans une très vieille édition que j'avais trouvée chez ma grand-mère. Et je pense que la traduction ne rend pas du tout justice à l'œuvre de Dostoïevski. Je vais relire Crimes et Châtiments dans la traduction d'André Markovitch, comme tout le monde devrait le faire. La littérature russe, il faut la lire dans les traductions d'André Markovitch. Mais là, c'est-à-dire que je pense qu'il y avait même des fautes dans le texte, en fait. C'est vraiment une vieille édition où je sais même pas qui est le traducteur ou la traductrice. Donc je pense que ça rend pas du tout justice à l'œuvre. Mais il est vrai que j'ai lu 200 pages et je n'ai pas du tout compris l'engouement. Et ça, c'était ma première lecture de Dostoïevski, mon premier rapport à Dostoïevski, c'était cette lecture ratée de Crimes et Châtiments. Mais ensuite, j'ai lu Les Carnets du sous-sol, alors que je n'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté, mais j'ai aussi lu Les Nuits blanches. Franchement, on peut quand même prendre un moment pour apprécier les éditions de Babel, encore une fois, qui proposent juste des livres magnifiques. Et j'ai beaucoup aimé Les Carnets du sous-sol et Les Nuits blanches, qui sont deux œuvres assez différentes, qui ont aussi la particularité d'être des textes courts, ce qui n'est pas le cas de toutes les œuvres de Dostoïevski, mais j'aimerais beaucoup lire L'Idiot. En fait, j'aimerais beaucoup lire Dostoïevski de manière générale un peu plus, parce que là, je n'ai lu que 2 textes de lui. C'est prévu. Je vais lire Dostoïevski, je le connais assez mal, donc, mais j'ai lu 2 textes qui m'ont plu et Crimes et Châtiments. On ne s'est pas rencontrés encore. Et concernant la littérature russe en général, alors j'adore Tchekhov. J'ai une passion pour Tchekhov. J'aime bien Tourgueniev aussi. Je trouve que ce qu'il écrit est très intéressant. Je n'ai jamais lu Tolstoï, il faudrait. Si vous avez des recommandations de littérature russe, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent la littérature russe. En tout cas, sur Booktube, on en parle beaucoup, je trouve. Donc voilà, je prendrai ces recommandations avec plaisir. Et qui ne soient pas uniquement du 19e siècle, bien sûr. Il y a aussi Pasternak ou Solzhenitsyn. Franchement, si j'ai réussi à le lire bien sans avoir révisé. Une interview avec un auteur ou une autrice morte ou vivante, laquelle est-ce que ce serait? Là, j'avoue que j'ai aussi un petit peu séché parce que c'est très vaste. Il y a tellement d'écrivains, d'écrivaines, surtout morts ou vivants. C'est très vaste, que j'aime et que j'adore et que j'aimerais, enfin, à qui j'aimerais avoir l'occasion de parler. Je pense que plus jeune, j'aurais dit Baudelaire. Pendant longtemps, j'ai vraiment regretté de ne pas pouvoir avoir parlé à Baudelaire. Mais c'est parce qu'aussi Baudelaire, comme Flaubert, et c'est pour ça que j'aurais pu peut-être aussi dire Flaubert, avec un peu moins de certitude, ont été les personnes qui m'ont fait découvrir la littérature. Enfin, c'est par ce prisme-là que j'ai découvert la littérature, que j'ai aimé la littérature, que ce soit la poésie ou le roman. Ça a été mes premières découvertes, mes premiers coups de cœur, donc ils sont vraiment restés dans mon cœur, ils ont une place chère dans mon cœur. Donc j'aurais dit ça, mais maintenant, je pense que c'est un peu différent. Il y a tellement de personnes avec qui j'aimerais ou j'aurais aimé avoir l'opportunité de discuter. Mais je dirais peut-être Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir aussi, de manière plus tardive, elle est arrivée plus tardivement dans mon parcours de lectrice et juste de personne, mais elle a une place assez spéciale aussi pour moi.
Donc Simone de Beauvoir sans doute, j'aurais bien aimé l'interviewer. Et enfin, une œuvre ou un artiste qui a bouleversé ma manière de penser sur un sujet ou en général. Alors pour moi, la littérature doit nous bouleverser. Donc je dirais que la plupart des livres que je lis ont cette vocation à me bouleverser. Changer d'avis sur un sujet ou en général, je ne sais pas. J'ai l'impression que je vais quand même vers des textes qui résonnent en moi et que même des textes comme La ville et les chiens de Mario Vargas Llosa, que je ne pensais pas a priori aimer, qui sont des textes très violents, très loin de ce que je vis, et aussi loin de ma zone de confort, on va dire, n'ont pas absolument changé ma manière de voir les choses, mais m'ont apporté un éclairage différent. Donc je pense que c'est aussi ça qui est sous-entendu dans la question. Des œuvres qui ont ouvert ma vision. Je pense qu'il y a donc ce livre de Mario Vargas Llosa. Il y a peut-être aussi Americana, sur lequel j'ai fait une vidéo d'ailleurs, qui est disponible sur la chaîne, qui n'a pas du tout changé ce que je pensais, parce que j'étais déjà a priori en accord avec l'autrice et ce qui est montré, mais ça m'a apporté des choses, je pense. Ça m'a apporté de voir des expériences. Il y a aussi des œuvres qui s'ajustent avec ma vision des choses, qui résonnent en moi et qui me permettent d'affirmer aussi ce que je pense. C'est le cas surtout de l'œuvre de Camus, qui est peut-être l'œuvre de laquelle je me sens la plus proche. Voilà, je le mentionne aussi comme ça. C'est une question difficile, surtout si on y répond un peu de temps. Il y a quand même un texte qui a vraiment bouleversé la manière dont je voyais les choses. Et c'est l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Vous l'aviez pas vu venir celle-là. Parce que j'ai réalisé que c'était pas du tout la même société que celle dans laquelle on vit, alors que la Grèce antique est quand même généralement pensée comme le fondement de l'Occident, nos origines à toutes et à tous, voilà, tout vient de la Grèce antique, la philosophie naît en Grèce antique, et pour autant c'est une société qui est très très différente. Et dans l'éthique à Nicomaque, donc, qui est un ouvrage de philosophie politique, transparaît une vision de la société, qui est celle de la société grecque. Aristote parle des vertus, et il va montrer quels sont les hommes vertueux, et c'est notamment le passage sur... Alors, c'est difficilement traduisible en français, il y a plusieurs traductions, mais on va dire l'homme généreux, qui m'avait marqué parce qu'il y avait déjà cette prodigalité qui est aussi valorisée dans nos sociétés, mais le fait de se situer dans un juste milieu, il y a toujours ça chez Aristote, mais par rapport à ce qu'on vaut. Il est vraiment une valeur de reconnaître sa propre valeur. C'est-à-dire que si ta valeur est très haute, il faut que ta reconnaissance de ta valeur soit très haute et que tu agisses en tant que telle, que tu la reconnaisses et que tu agisses en fonction de ta valeur. Et donc, en fait, la modestie n'est pas du tout une valeur. Alors que chez nous, c'est l'inverse. Enfin, mais ça, c'est aussi lié à l'héritage chrétien ensuite. Voir cette société pré-chrétienne, ça m'avait retourné le cerveau, tout simplement. Je sais pas comment le dire autrement. Ça m'a ouvert des perspectives. J'avais l'impression d'avoir une vision du monde plus large. On me demande dans quelles conditions, environnement est-ce que je lis habituellement. Alors comme je travaille et que mon travail, c'est pas de lire, malheureusement, je lis un petit peu quand je peux. C'est-à-dire que je lis beaucoup dans les transports, parce que aussi j'habite à Paris, donc j'ai souvent quand même pas mal de temps de transport. Donc je lis beaucoup dans le métro ou dans le RER. Moi, j'ai pas de problème avec le fait de lire 5 minutes, mais c'est aussi parce que si je fais pas ça, je lis beaucoup moins. Je lis pas tout simplement, et c'est vrai que des fois c'est pas la meilleure manière de découvrir des œuvres, mais de manière pratique, c'est aussi le moyen que j'ai de lire au quotidien, c'est de lire 20 minutes dans les transports le matin, 20 minutes dans les transports le soir. Je lis aussi pendant mon petit déjeuner. Je sais pas si vous faites ça aussi, mais moi j'adore prendre mon petit déjeuner en lisant. Je prends vraiment le temps pour le coup le matin de me poser, de bien manger et de lire. Ensuite j'essaye de lire le soir, mais souvent honnêtement je suis fatiguée. Mis à part ça, la manière dont je lis vraiment, les conditions idéales pour moi, donc c'est-à-dire que je suis pas tout le temps en train de travailler, donc le week-end, les congés, je vais lire, franchement je lis chez moi, dans mon canapé, dans mon fauteuil, avec une tasse de thé tout le temps. Je bois énormément de thé. Donc toujours avec une tasse de thé, maintenant avec Claudine. Est-ce que je fais des fiches de lecture ou autre forme d'écrit pour chaque livre? Alors non, malheureusement, maintenant je ne fais plus ça. Alors pour l'instant, j'ai que des aspects positifs à être sur YouTube, mais un des aspects positifs, c'est que je peux me remettre dans une posture critique vis-à-vis de toutes mes lectures, puisque je parle de toutes mes lectures, en tout cas depuis que j'ai ouvert cette chaîne. Donc je me remets là-dedans, et si ça ne passe pas par l'écrit, au moins je formule à l'oral une critique de livre. Il y a une période où je faisais des fiches de lecture. D'ailleurs, je viens de tomber sur ma critique du journal du voleur. Vous voyez, je sais même pas ce que je dis dedans. De poignants portraits d'hommes. Ah, d'accord. C'est très bien, parce que maintenant je peux vous dire que la prose de Genet est
très complexe et que c'est souvent inutilement, d'après Angélique de 2020. Toujours est-il que, voilà, vous voyez, je faisais des petits... j'étais très sérieuse, hein. Je le faisais vraiment... bon, Notre-Dame de Paris avait eu 5 pages d'écrit, je pense. J'écrivais... Enfin, bon. Il y a une période où j'écrivais vraiment mes petites fiches de lecture là-dedans. Ensuite, j'ai moins eu le temps. Mais c'est vrai que j'aime bien laisser une trace de mes lectures, même si j'en ai pas forcément l'occasion, mais c'est pas du tout systématique chez moi d'écrire. J'avais pensé à un concept de vidéo, mais alors qui prendrait peut-être un peu de temps. Dites-moi si ça vous intéresserait. Ce serait de relire certains des livres desquels j'ai fait une critique et de comparer ce que j'en pense maintenant de ce que j'en pensais avant. Je pensais notamment au Rouge et le Noir, parce que je crois que c'est le premier livre que j'ai critiqué dans ce cahier de lecture. Et le Rouge et le Noir, j'ai l'impression que mon avis sur ce roman était très conjoncturel, enfin très lié aux circonstances dans lesquelles je l'ai lu. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresserait. Et sachez qu'aussi, avec mes amis, on parle beaucoup de livres, donc juste je suis amenée dans tous les cas à faire des critiques sur les livres, quoi. Les livres qui sont le plus difficiles à lire pour moi et qui m'attirent le moins, je sais pas si ce sont les plus difficiles à lire pour moi, mais qui m'attirent le moins, bah il y a des genres qui m'attirent moins, je lis pas de science-fiction, je lis pas de thriller. Peut-être je suis encore moins attirée par le thriller que par tout ce qui est science-fiction, fantasy, littérature de l'imaginaire, en fait, j'en lis peu. Je suis ouverte à en découvrir, mais c'est vrai que se lancer dans une littérature dont on ne connaît rien, ça prend aussi du temps. Donc encore une fois, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Peut-être des petits textes pour commencer, parce que bon, je pense que je pourrais aimer, mais les thrillers, c'est vraiment pas pour moi, je pense. Donc c'est peut-être ces deux genres qui m'attirent le moins. Après, d'autres ouvrages difficiles, ben pour moi ça reste les essais, les écrits très théoriques, certains plus que d'autres, hein. Mais ça c'est vrai que bah, c'est le plus difficile. Mais j'adore en lire, hein, mais ça demande de la concentration et j'en lis beaucoup moins que de la fiction, qui est plus facile à lire. Après ça dépend quel type de fiction, hein, parce que Mario Vargas Llosa, c'est pas non plus très facile, quoi. Il me reste 2 petites rubriques et après, promis, c'est fini. Je sens que cette vidéo dure une éternité. On m'a posé 2 questions qui relèvent un petit peu du conseil. Donc, on m'a demandé comment choisir un livre si on ne connaît rien à son sujet à l'avance et est-ce que j'ai des techniques par rapport à ça. Alors, j'espère que je vais répondre correctement à la question. Mais donc, en fait, c'est le choix du livre qui est toujours un petit peu difficile. Personnellement, je lis des livres dont j'ai entendu parler. C'est-à-dire que je ne connais pas nécessairement l'histoire, ce dont ça parle, ce que c'est exactement. D'ailleurs, je ne préfère souvent pas savoir ça. Mais en fait, si j'ai déjà entendu le nom de l'auteur ou l'autrice ou le nom du livre, déjà, ça va m'orienter dans une direction. Parce que je consomme beaucoup de contenu sur Booktube, donc je trouve que regarder des vidéos sur Booktube, ben, tout simplement, ça permet d'avoir des conseils. C'est un peu une des utilités quand même de Booktube, d'entendre des gens parler de livres, juste avoir un livre qui est mentionné, moi ça va le mettre dans mon paysage littéraire et voilà. Ensuite, bah, évidemment, il y a les libraires et les bibliothécaires, c'est leur métier d'orienter, d'expliquer en fonction de nos goûts. Donc voilà, on peut s'en remettre à des tierces personnes. Ensuite, imaginons qu'on n'est pas conseillé et qu'on n'ait pas non plus entendu parler d'un livre, qu'on est en librairie. Personnellement, je suis assez attirée par les titres. C'est vrai qu'un beau titre, mais un beau titre peut être trompeur, je le sais. Mais moi, c'est vrai qu'un beau titre, tout de suite, ça me... Voilà. Ensuite, je feuillette et je vois si le style peut me plaire. Après, je fais pas d'achat impulsif en librairie, mais j'imagine qu'en feuilletant, on voit déjà globalement si le livre peut nous plaire. Et je suis de plus en plus sensible maintenant à choisir les maisons d'édition. Je sais qu'il y a des maisons d'édition qui proposent des textes que j'aime plus que d'autres maisons d'édition. Donc, je vous conseille voilà, de regarder le titre, de feuilleter. Et en fait, si on connaît l'auteur, c'est toujours un petit peu plus facile, je trouve. Pour moi, c'est vraiment un mélange de tout ça. Je pense que avoir des recommandations de personnes qui ont des goûts peut-être similaires aux nôtres, ben ça aide. Et ensuite, il faut voir par soi-même, feuilleter, si le style peut nous plaire. Ben moi, comme je lis la littérature essentiellement pour le style, enfin essentiellement, on va dire que c'est très important pour moi. Je sais que si ça passe pas, ça passe pas. Et sinon, faut juste tenter sa chance. Et si c'est trop compliqué... parce que bon bah ça coûte cher et tout, bah les bibliothèques franchement c'est fait pour ça coûte rien. Et puis c'est pas grave si on arrête un livre, c'est pas grave si on n'aime pas. Si tu devais conseiller un livre à lire au bord de l'eau en ayant envie d'oublier sa propre vie. Alors il se trouve que j'ai été dans une période où je lisais des livres au bord de l'eau en ayant vraiment envie d'oublier ma propre vie. Et les livres que j'ai lus dans cette période, c'était 93 de Victor Hugo, notamment un. Et Rebecca de Daphné du Maurier. Donc ce seraient mes 2 suggestions, mes 2 conseils, parce que ce sont 2 récits très prenants, de manière différente. 93, bon, c'est Victor Hugo, c'est grandiose, c'est épique, c'est de l'aventure et des mystères, et ça je trouve que bah, ça permet vraiment de s'échapper de sa propre vie, d'être vraiment pris dans un roman d'aventure où
On essaye de découvrir un petit peu qui est qui et qu'est-ce qui va se passer, qui est en plus absolument magnifique, très bien écrit, avec des grands sentiments. Alors oui, Victor Hugo n'est pas un réaliste, mais moi j'adore ces personnages, j'adore la manière dont il dépeint la nature humaine. Voilà. Et Rebecca de Daphné du Maurier, on a un petit peu plus une enquête, quelque chose qui fait un petit peu plus peur et qui est tout aussi prenant. On veut découvrir un mystère et on suit donc l'histoire de cette femme qui prend la place en quelque sorte de Rebecca dans l'Angleterre du XXe siècle, je crois dans un manoir. Donc voilà, c'est très différent. 93, je l'ai pas dit, ça se passe en 1793. Comme le nom l'indique presque. Et donc on est dans une période de guerre civile en réalité, entre les monarchistes et les républicains. C'est dans ce cadre-là que prend place l'intrigue de 93, et pour Rebecca, je vous l'ai déjà dit, donc voilà. Enfin, il y a 2 questions que j'ai regroupées un peu sous le thème de théorie littéraire, ou au moins d'avis qu'on peut porter sur la littérature. La première question, c'est, selon moi, est-ce qu'il y a une hiérarchie à faire dans la littérature, avec cet exemple de est-ce qu'un Victor Hugo du 19e siècle vaut plus qu'une romance young adulte de 2024. Alors, merci à la personne qui a posé cette question parce que c'est une très bonne question à laquelle je ne sais pas trop comment répondre. En fait, c'est très compliqué, c'est la question de la valeur de la littérature et de manière plus large de qu'est-ce que la littérature, qui est une question qui me fascine. J'avais eu un cours sur ça en master de lettres et c'était vraiment trop bien, c'était trop intéressant. Moi, j'aime beaucoup les questions de théorie littéraire et la question fondamentale en fait de qu'est-ce que la littérature m'intéresse énormément. C'est aussi parce que j'ai beaucoup réfléchi dessus que je prends des pincettes et que j'ai du mal à avoir un avis très clair. Je pense que s'il y a une valeur de l'œuvre littéraire, c'est une valeur du texte, en fait, pas de la catégorie. Donc là, un Victor Hugo et une romance young adulte, honnêtement, je sais pas, parce que je sais pas de quel livre on parle, de quel livre on parle. Je pense qu'on peut, mettre des critères de valeur d'une œuvre littéraire. Je pense que c'est difficile à dire et c'est difficile à entendre. Et même moi, je trouve ça difficile à porter, mais c'est une réalité. Enfin, pour apprécier un texte, au quotidien, tu poses une valeur sur ce texte, en fait. Enfin, tu poses un regard sur ce texte, donc tu considères qu'il y a des valeurs d'un texte, qu'il a ou qu'il n'a pas. Pour moi, les valeurs d'une œuvre littéraire, c'est, voilà, comme je le disais juste avant, le style. Mais là, je pense pas avoir le temps d'entrer dans des détails parce que peut-être que ça n'avance pas grand monde de dire que la valeur, c'est le style. Parce que qu'est-ce que c'est le style? Qu'est-ce que c'est bien écrire? Pour moi, comme je le disais tout à l'heure, la littérature doit nous bouleverser, doit nous changer. Si un texte n'est pas original, s'il redit des choses qui ont déjà été dites 1000 fois, et c'est très dur, j'entends, c'est très dur d'écrire quelque chose d'original, et tu n'as pas à être original de A à Z, mais tu dois apporter quelque chose pour moi. À ce moment-là, il vaut plus qu'un texte qui est écrit dans une écriture de tout le monde et qui traite des sujets de manière classique. Vous voyez, les romans qui vont d'un point A à un point B, ça peut être un peu ennuyant au bout d'un moment. Mais ça, c'est mon avis personnel parce que ce sont les valeurs que j'accorde à la littérature. Et ensuite, il faut bien se rappeler que tous les livres n'ont pas de prétention littéraire et que, par exemple, ce qui fait la valeur d'un essai théorique n'est pas la même chose qui fait la valeur d'un roman. Et un essai peut être très bien sans être de la littérature. Et il y a beaucoup de livres qui ne sont pas de la littérature, quoi. Et c'est ça que j'ai vraiment retenu aussi de l'édition, c'est qu'il y a beaucoup de livres qui sont pas de la littérature et que toute œuvre n'a pas à être qualifiée de littéraire aussi pour avoir une valeur en elle-même. Bon voilà, je sais que cette explication est un peu théorique et abstraite, mais c'est ça que je pense en réalité, c'est que déjà tous les textes n'ont pas de prétention à une valeur littéraire, et qu'ensuite dans la valeur littéraire, là, à mon sens, on va aller dans quelque chose de personnel et de subjectif parce que j'ai pas envie de citer Jeunette et Kate Hamburger et voilà. Mais c'est quelque chose de super intéressant et je pourrais en faire une vidéo à part entière. Par la même occasion, on m'a demandé qu'est-ce qui fait que je trouve un livre bon, mais du coup je pense que j'ai répondu un petit peu à cette question. Pour moi, il faut que ça bouleverse, il faut qu'il y ait un travail au niveau du style, de la langue, du langage, quelque chose d'original. Et une bonne intrigue aussi, si intrigue il y a. Vous voyez, si on reste dans quelque chose de traditionnel entre guillemets sur une intrigue et des personnages traditionnels, il faut juste que ce soit bien fait, que ce soit des personnages complexes, cohérents, qu'on y croit. Quelque chose de la vraisemblance quand même qui reste malgré tout ce qu'on peut reprocher au classicisme. Et enfin, on m'a demandé si pour moi un auteur avait le devoir de dénoncer les comportements toxiques, malsains, voire dangereux de ses personnages. Voire criminels, pardon. Et la personne précisait que pour elle, un auteur n'avait pas ce devoir-là, et qu'on pouvait juste montrer des vices aussi sans les condamner. En fait, c'est marrant la manière dont la question est posée parce que on dirait que les personnages évoluent indépendamment de l'auteur
dans la formulation, on dirait que les personnages évoluent indépendamment de l'auteur et que lui, il pourrait ensuite porter a posteriori un jugement moral, les condamner ou non. Bon, en fait, je pense qu'il faut quand même déjà pas oublier que l'auteur, il crée ses personnages avant tout. Donc, il en est responsable de A à Z. Et donc, pour moi, c'est pas la manière dont il va les condamner ou non, les dénoncer ou non, en apparaissant, par exemple, dans le récit et en disant ah oui, c'est pas bien, ou ah oui, c'est bien. Vous voyez, un peu comme le narrateur dans Le Rouge et le Noir, je sais pas si vous avez lu, si vous voyez, il porte pas le jugement moral, hein, mais il arrive, il intervient, il dit ça, il met sa petite phrase et tout, c'est hyper intéressant, hein, c'est trop cool. Et voilà, en général, ça se passe quand même rarement comme ça dans la littérature. Donc je pense que c'est pas comme ça qu'il faut l'envisager, enfin que je l'envisage en ce cas, c'est comment en fait le personnage est construit. Et c'est la posture de l'auteur dans la construction de son personnage et dans sa mise en scène. Et c'est là que je dirais que pour moi, l'auteur n'a pas le devoir donc de condamner explicitement ou non son personnage. Par contre, si complaisance il y a avec le personnage qui a un comportement criminel, alors comme ça fait très moralisateur, mais pensez juste à quelqu'un qui tue des gens ou qui viole des femmes, tout de suite on a un peu plus de mal à se dire non, il faut quand même pas, c'est pas grave s'il est un peu complaisant. Je pense qu'en fait il y a énormément de façons de montrer que juste on montre des vices, qu'on montre des comportements qui sont difficiles à entendre, qui sont très violents, qu'on a mille manières de montrer qu'on ne se complaît pas là-dedans, qu'on n'est pas d'accord avec le personnage, sans pour autant que ce soit lourd, sans pour autant que ça apparaisse comme une dénonciation des comportements des personnages, mais qu'on ne sente pas de complaisance en fait. Pour moi, ça devient gênant à partir du moment où on sent qu'il y a une vraie complaisance de l'auteur. Enfin, vous voyez, vous lisez Lolita de Nabokov, Humbert Humbert, c'est écrit à la première personne, Humbert Humbert, donc, qui est le pédophile, il est pas condamné par Nabokov, mais pour autant on sait bien que Nabokov il est pas d'accord avec ça. Vous voyez, ça pour moi c'est un bon exemple, Lolita. Enfin, le réalisme, l'objectivisme, ça n'existe pas, enfin il faut pas se leurrer, c'est pas parce qu'on présente d'une façon apparemment neutre un personnage ou des événements que c'est neutre, parce que ça ne l'est pas, justement. Donc tout est une question de posture, et voilà, j'éviterai la complaisance qui n'a pas besoin de passer par une dénonciation explicite et trop moralisatrice des défauts d'un personnage. Souvent, en fait, ça se sent. Parfois, il y a des doutes, parfois on sait pas trop. Ça peut créer quelque chose de gênant, surtout proportionnellement à la gravité des comportements du personnage, on va dire. Mais voilà, moi je n'effacerai pas tout à fait la morale de l'expérience de lecture, comme je l'expliquais dans mon book haul avec le livre de Paolo Dortonès. Je pense que en fait, on juge moralement les livres. C'est une utopie de penser qu'on ne le fait pas. Donc je n'exclurai pas totalement la morale, mais je ne pense pas que ça doive passer par quelque chose de si explicite. Je pense que c'est une question de posture de l'auteur et la manière dont il crée ses personnages. Et ceci clôt cette FAQ qui doit durer 2h30 à peu près. J'étais un peu stressée par le temps, j'avoue, mais j'espère que ça répondra correctement à vos questions. J'espère que vous aurez peut-être appris un petit peu mieux à me connaître. Je serais vraiment ravie de répondre à vos commentaires, si vous avez des suggestions, des recommandations par rapport à tout ce que j'ai dit. On peut aussi ouvrir des débats par rapport aux questions un peu plus conceptuelles. Enfin voilà, tout est possible. C'est vraiment trop chouette cet espace, cette communauté, cet espace de liberté, de parler de littérature, de philosophie, de livres. Merci encore une fois, enfin vraiment merci 1000 fois pour les 1000 abonnés. Et maintenant on est encore plus, donc c'est trop chouette. Vraiment, je peux pas vous remercier assez. Et peut-être que je ne peux vous remercier qu'en continuant à être enthousiaste et à vous parler donc de littérature, de philosophie. Merci encore. Je vous souhaite de faire de très belles lectures. N'hésitez pas à m'écrire et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!